pluie fine tombait sur la banlieue grise de Reims, ce matin-là. Les pavés ruisselaient et l'air avait cette odeur métallique des jours froids où tout semble suspendu. Au numéro 14 d'une petite rue sans histoire, un bruit sourd retentit, une porte claquée, un cri étouffé, puis le silence. Les voisins, habitués à la discrétion du couple qui vivait là, n'y prêtèrent pas attention. Pourtant, derrière ces murs épais, une scène se jouait qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer. Lorsque la police interviendra 10 ans plus tard, les agents mettront quelques secondes avant de comprendre ce qu'ils voient. La lampe torche balaye un escalier étroit, humide, et au bout, une cave basse au plafond. L'air y est irrespirable, saturé d'humidité et de moisissure. Au centre, sur un vieux matelas posé à même le sol, une silhouette frêle, recroquevillée, le regard fuyant, tente de se protéger de la lumière. Son visage émacié trahit les années passées dans l'obscurité. La jeune femme s'appelle Émilie, 30 ans à peine. 10 années viennent de s'effacer, avalées par les murs d'une cave sans fenêtre. Elle respire difficilement, ses mots sortent à peine. Autour d'elle, des chaînes rouillées, une assiette de métal, une couverture sale. La découverte glace les enquêteurs. L'un d'eux dira plus tard « On aurait dit que le temps s'était arrêté ici ». Ce matin de juin 2019 marque la fin d'un cauchemar, mais aussi le début d'un choc collectif. Comment une jeune fille disparue à 20 ans a-t-elle pu être séquestrée si longtemps sans que personne ne s'en rende compte? Comment un homme, apparemment sans histoire, a-t-il pu construire un monde souterrain à quelques mètres de ses voisins? Pour comprendre, il faut revenir 10 ans en arrière. Nous sommes en 2009, dans la même ville, à une époque où rien ne laissait présager l'horreur. Émilie était une étudiante comme tant d'autres, rieuse, indépendante, passionnée de photographie. Fille unique, elle vivait avec sa mère, infirmière de nuit, dans un petit appartement du centre-ville. Ses amis se souviennent d'elle comme d'une personne discrète mais curieuse de tout. Ce printemps-là, elle décroche un petit emploi dans une boutique de décoration tenue par un homme d'une quarantaine d'années, Patrick L., décrit comme courtois, serviable, un peu solitaire. Au début, rien d'anormal. Patrick l'aide, la conseille, lui offre un café, parfois la raccompagne après la fermeture. Émilie trouve ce patron attentionné, presque trop. Il parle peu de lui, sinon pour évoquer une enfance difficile et une mère autoritaire. Peu à peu, il s'immisce dans sa vie, un SMS pour savoir si elle est rentrée, un appel pour proposer de l'aider à porter un carton. Ces gestes, d'abord anodins, deviennent insistants. Émilie s'en inquiète et en parle à une amie. « Je crois qu'il me suit parfois, mais je n'ose pas en parler à ma mère. Elle me dirait que je me fais des idées. » Un soir de septembre 2009, Émilie ne rentre pas. Sa mère signale immédiatement la disparition. L'enquête s'ouvre, les recherches s'organisent, mais aucune trace. Pas de témoins, pas de véhicule suspect, rien. Les jours deviennent des semaines. La police finit par évoquer la possibilité d'un départ volontaire. La mère d'Émilie refuse d'y croire. « Ma fille n'aurait jamais disparu sans me prévenir. » Pendant des années, elle placarde la ville de photos, participe à des émissions locales, relance les enquêteurs. L'affaire Émilie Martin, comme on l'appellera dans les journaux, s'enlise peu à peu dans l'oubli. Pendant ce temps, à quelques kilomètres de là, Patrick L. vit dans une maison discrète, héritée de son père. Une bâtisse grise, sans jardinière ni rideau. Dans le sous-sol, derrière une cloison en contreplaqué, il a aménagé une pièce que personne ne soupçonne. 4 mètres carrés, béton brut, porte blindée dissimulée derrière une armoire. C'est là qu'Émilie se réveille, le soir de son enlèvement. Elle a mal à la tête, un goût métallique dans la bouche. Ses poignets sont liés. Autour d'elle, le noir total. Elle crie, hurle, frappe contre les murs. Personne ne répond. Ce n'est qu'au bout de plusieurs heures qu'une lumière s'allume. Patrick entre, calme, tenant un plateau. Il lui dit qu'elle est en sécurité et qu'il veut juste qu'elle reste là quelque temps. Les premiers jours, Émilie pense qu'il va la relâcher. Mais les semaines passent. Patrick descend chaque jour, toujours à la même heure, lui apporte à manger, contrôle le moindre geste. Il lui interdit de parler trop fort, de toucher à la porte, de regarder quand il entre. Peu à peu, la jeune femme comprend que son enfermement n'aura pas de fin. L'enquête, elle, piétine. Quelques pistes apparaissent, souvent des illusions. Une rumeur de covoiturage, un témoignage confus sur une jeune femme aperçue dans une station-service, des messages anonymes. En 2011, le dossier est transféré à la section criminelle. Mais faute d'indices nouveaux, il s'endort. Pourtant, certains éléments troublants subsistent. Des voisins de Patrick L. signalent parfois des bruits étranges, des coups sourds, des voix étouffées. On met cela sur le compte d'une chaudière défectueuse. Un facteur se souvient avoir vu Patrick descendre régulièrement au sous-sol, même en pleine nuit. Rien de suffisant pour alerter. L'homme passe inaperçu, poli, presque fade. Et sous ses pieds, la vie d'Émilie se réduit à une routine de survie. Les saisons défilent sans qu'elle les voie. Elle perd la notion du temps, compose des histoires mentales pour ne pas sombrer. Elle compte les repas, invente des dialogues imaginaires avec sa mère.
Parfois, elle entend la télévision à l'étage, une musique, un rire. Ces sons deviennent son seul lien avec le monde. Les rares fois où Patrick la laisse parler, il évoque des justifications délirantes. Il veut la protéger du monde. Il dit qu'il s'aime, qu'elle finira par comprendre. Ces mots oscillent entre douceur maladive et menace froide. Chaque tentative de fuite est punie par des jours d'isolement total, sans lumière. En 2018, un hasard relance l'histoire. Une inspection de voisinage signale des travaux non déclarés dans la maison de Patrick L. Un agent communal passe, remarque des câbles électriques anormaux, un sol récemment cimenté. Patrick se montre nerveux, refuse qu'on descende à la cave. Le fonctionnaire, intrigué, note l'adresse. Ce simple signalement sera la clé. Quelques semaines plus tard, la police obtient un mandat de perquisition pour suspicion de stockage illégal. Ce qu'il découvre dépasse l'entendement. Au moment où la porte du sous-sol s'ouvre, Émilie lève les yeux, aveuglée par la lumière. 10 ans d'obscurité prennent fin en quelques secondes. Son premier mot sera « Maman ?» Cette libération bouleversera la France entière, et la lente remontée vers la vérité commencera. Mais avant de comprendre comment un homme a pu maintenir une telle emprise pendant une décennie, il faut plonger dans les failles d'un silence collectif, celui des voisins, des autorités et d'une société qui n'a pas su voir. Car derrière cette cave se cache une mécanique de contrôle patiente, minutieuse, presque invisible, que l'enquête révélera peu à peu. Avant de devenir le symbole d'un drame national, Émilie Martin menait une vie tranquille dans une ville moyenne où rien ne semblait pouvoir troubler l'ordre des jours. Reims, début des années 2000. Une cité à taille humaine, rythmée par ses marchés, ses cafés et le va-et-vient régulier des étudiants. Entre la cathédrale gothique et les immeubles de briques, la vie suivait une cadence apaisée, presque monotone. Dans ce décor, Émilie incarnait la jeunesse discrète et studieuse. Elle partageait un petit appartement avec sa mère, rue du Barbâtre. 2 pièces claires, modestes mais chaleureuses. Sur les murs, des photos de vacances, des tirages noirs et blancs qu'Émilie développait elle-même dans un club de photos local. Elle s'aimait capturer des visages, des instants fugaces, des enfants jouant dans les fontaines, des passants sous la pluie, des chiens qui courent. Ses proches disaient qu'elle avait le regard juste, celui qui saisit la beauté dans le banal. Sa mère, Nathalie, travaillait à l'hôpital de Reims, souvent la nuit. Elle laissait sur la table de la cuisine des petits mots avant de partir. Pense à fermer la fenêtre du salon et mange quelque chose avant d'aller en cours. Entre elles, le lien était fort, presque fusionnel. Depuis la séparation des parents, Nathalie s'était jurée d'offrir à sa fille une vie stable, loin des éclats et des cris qui avaient marqué les dernières années du couple. Émilie, elle, compensait les absences maternelles par des soirées d'études et des projets. Elle préparait une licence d'art plastique, rêvait d'entrer à l'école de photographie d'Arles. Une amie de fac, Chloé, se souvient, elle voulait partir à Paris, bosser dans un magazine ou même voyager. Elle disait qu'à Reims, tout finissait par se ressembler. Mais la réalité souvent plus rude la rattrapa. Les fins de mois étaient difficiles. Nathalie cumulait les gardes. Émilie devait contribuer un peu. Elle chercha un emploi à temps partiel. C'est ainsi qu'elle poussa la porte d'une petite boutique de décoration du centre-ville. L'atelier du Bois Doré. Le propriétaire, Patrick L., chercha justement une vendeuse pour l'aider les après-midi. La rencontre fut brève, presque banale. Il lui demanda d'apporter un CV, de venir faire un essai le lendemain. Patrick L. vivait seul depuis plusieurs années. Les voisins le décrivaient comme un homme poli, discret, un peu effacé. 50 ans, silhouette mince, regard terne derrière des lunettes épaisses. Ancien artisan, il passait la plupart de ses journées dans sa boutique, un espace sombre où s'entassaient des cadres, des horloges anciennes et des bibelots patinés. Il parlait peu, mais savait se montrer charmant avec la clientèle, surtout avec les jeunes femmes. Ceux qui l'ont connu racontent un parcours morne, jalonné d'échecs professionnels et sentimentaux. Après la mort de sa mère, il s'était replié dans une routine obsessionnelle. Même trajet, même repas, même solitude. À l'époque, personne n'aurait imaginé la violence qui sommeillait derrière cette façade de banalité. Quand Émilie arriva, sa présence illumina un peu le lieu. Patrick lui confia d'abord les tâches simples, dépoussiérer les étagères, trier les factures, accueillir les clients. Rapidement, il lui proposa d'élargir ses horaires, d'apprendre la gestion du stock. Elle accepta, contente de ce revenu stable. Patrick lui offrait souvent un café, lui parlait de ses souvenirs d'artisan, de ses voyages imaginaires, de sa passion pour les objets anciens. Au début, elle le trouvait attachant dans sa maladresse. Il était gentil, presque paternel, dira-t-elle plus tard aux enquêteurs. Mais cette bienveillance masquait autre chose. Un attachement qui, semaine après semaine, vira à l'obsession. Dès l'hiver 2008, les premiers signes d'une emprise subtile apparurent. Patrick multipliait les attentions. Un foulard offert pour Noël, un mot glissé dans le tiroir de la caisse, une remarque sur sa tenue.
Émilie riait, gênée, sans oser le repousser ouvertement. Elle craignait de perdre son emploi. Puis vinrent les messages. D'abord professionnels, puis personnels. « Tu es bien rentré ? J'ai pensé à toi en passant devant ce café. Tu devrais éviter de traîner seule le soir. » Au début, elle répondait par politesse. Puis elle cessa. Patrick, lui, insista. Les silences d'Émilie furent interprétés comme un jeu, une résistance à briser. Dans son esprit, une conviction délirante prenait forme. Elle était faite pour lui. Il commença à la suivre, toujours à distance, jamais directement, mais assez près pour qu'elle sente sa présence. En sortant de la fac, elle croisait parfois sa voiture stationnée un peu plus loin. Un soir, elle le vit attendre devant son immeuble. Il prétendit être dans le quartier par hasard. Émilie en parla à une amie. « Il devient bizarre, j'ai peur qu'il débarque chez moi. » Chloé l'exhorta à prévenir la police. Mais Émilie hésita. À 20 ans, on craint souvent de faire trop de bruit, surtout face à un supérieur. Et Patrick savait se montrer rassurant quand il le fallait. Excuses, cadeaux, larmes même. Au printemps 2009, la situation bascula. Patrick apprit qu'Émilie comptait quitter la boutique à la rentrée pour partir à Lyon, suivre une formation. Il le prit comme une trahison. Son comportement changea brutalement. Froid, distant, puis agressif. Il lui reprochait d'être ingrate, influencée par les autres. Un collègue d'un commerce voisin se souvient. Il disait qu'il avait été blessé, qu'elle l'avait humilié. Je pensais qu'il exagérait, qu'il s'était juste attaché. Un soir de septembre, Émilie rentra plus tard que d'habitude. Une amie devait la retrouver pour un cinéma, mais elle n'arriva jamais. Les caméras de surveillance la montrent quittant le centre-ville à pied vers 19h30. Puis plus rien. Sa trace s'arrête là. Le lendemain, Nathalie signale la disparition. L'affaire prend aussitôt une dimension angoissante. Émilie n'a laissé ni message, ni vêtements manquants, ni retrait bancaire. Les premières heures sont cruciales, mais déjà le temps s'étire. On interroge les proches, les amis, le personnel de la boutique. Patrick se montre coopératif, répond calmement aux questions. Il dit qu'il ne sait rien, qu'elle semblait fatiguée ces derniers jours. Sa voix ne tremble pas. Aucune preuve ne permet de le retenir. L'enquête se poursuit, sans avancer. Les jours deviennent des semaines. Les visages s'effacent. La photo d'Émilie s'affiche sur les panneaux municipaux. Sourire doux, regard clair. La ville entière la reconnaît désormais, mais plus personne ne sait où la chercher. Pendant que Nathalie sillonne les commissariats, colle des affiches, espère un appel, Patrick continue sa vie. Il ferme parfois sa boutique plus tôt, prétextant des maux de dos. Les voisins le voient descendre au sous-sol avec des sacs. Parfois, de la lumière filtre sous la porte de cave jusque tard dans la nuit. Personne ne pose de questions. Dans les petites rues calmes, la curiosité se tait souvent par habitude. Et pendant ce temps, sous terre, une respiration fragile s'accroche à la vie. Émilie, dans l'obscurité, tente de comprendre ce qui lui arrive. Le temps se dissout, remplacé par une peur sourde, viscérale, celle qui dévore les heures et les souvenirs. Bientôt, la rumeur de sa disparition s'effacera peu à peu, remplacée par d'autres histoires, d'autres drames. Mais dans l'ombre, un huis clos terrible s'installe. Un monde parallèle, à quelques mètres de la vie ordinaire, où chaque pas, chaque mot, chaque souffle devient une arme de contrôle. Et c'est dans ce silence épais que commencera véritablement l'enfermement. Quand on évoque aujourd'hui le nom d'Émilie Martin, l'image qui vient à l'esprit est celle d'une victime, une silhouette fragile marquée par la survie. Mais avant tout cela, elle était une jeune femme pleine d'élan, curieuse, obstinée, ancrée dans le réel. Pour comprendre ce drame, il faut croiser les destins, celui d'Émilie, celui de Patrick L. et celui des proches qui n'ont jamais cessé de la chercher. Émilie, selon ses amis, était de ces personnes qui donnaient sans jamais trop se dévoiler. Une douceur timide, parfois désarmée, mais une présence rassurante. Elle n'aimait pas les conflits. En amitié, elle écoutait plus qu'elle ne parlait. Ses professeurs se rappellent d'une élève consciencieuse, sensible, un peu rêveuse. Elle photographiait les visages sans jamais les juger, comme si elle cherchait en chacun une lumière cachée. Cette capacité à comprendre sans parler la rendait attachante et vulnérable. Son entourage la décrivait aussi comme quelqu'un d'indépendant, mais sans grande méfiance envers les autres. Elle croyait que le mal se voyait sur un visage, dira plus tard un camarade. Cette naïveté, sans être de l'inconscience, la poussait à accorder facilement sa confiance. Quand Patrick lui proposa un travail, elle y vit une opportunité simple, sans deviner le piège à venir. À la maison, Nathalie l'encourageait sans relâche. Leur relation ressemblait à une complicité d'égal à égal, presque comme deux sœurs. Elles dînaient ensemble dès que leurs horaires le permettaient, parlaient de tout, des études, de l'avenir, des amis, des petites tracas. Les disputes étaient rares, toujours suivies d'un mot doux ou d'un message sur le téléphone. « Pardon pour tout à l'heure, je t'aime, dors bien. »
Cette intimité rendra la disparition encore plus insupportable. Du côté de Patrick L., la façade était celle d'un homme sans histoire. Né en 1960 dans une famille ouvrière, il avait grandi dans une atmosphère silencieuse, dominée par une mère autoritaire et un père absent. L'enfance, selon les psychologues qui l'examineront plus tard, fut marquée par une solitude émotionnelle prolongée. Adulte, il ne parvient jamais à construire de relations stables. Une fiancée dans les années 80, puis plus rien. Son existence se réduit peu à peu à un rituel mécanique. Ouvrir la boutique, ranger les objets, verrouiller la porte, rentrer chez lui. Les rares proches évoquent un homme effacé, presque fantôme, mais dont le regard s'attardait trop longtemps sur les femmes. Une ancienne employée, qui travailla quelques mois pour lui en 2005, racontera qu'il avait un comportement malsain, intrusif. Des compliments insistants, des questions sur sa vie privée, une manière de la toucher pour la féliciter. Elle avait quitté son poste sans plainte, préférant éviter les ennuis. Ce départ l'avait rendu amer, persuadé d'être mal compris. Depuis, il choisissait ses interlocuteurs avec soin. Jeune, fragile, souvent seul. Les psychiatres diront plus tard que Patrick L. souffrait d'un trouble narcissique et d'un besoin maladif de contrôle, doublé d'une profonde incapacité à tolérer l'abandon. Sa boutique, avec ses objets figés dans le temps, était le reflet exact de son esprit, un lieu où rien ne change, où tout reste à sa place. Dans sa solitude, il avait peu à peu élaboré une réalité parallèle. Émilie, jeune, douce, respectueuse, devint pour lui une figure idéalisée. Une présence qui comblait le vide, qu'il refusa de laisser partir. Aux enquêteurs, il dira des années plus tard « Je ne voulais pas lui faire de mal. J'avais juste besoin qu'elle reste. Le monde dehors allait la détruire. » Des mots glaçants, prononcés sans colère, sans émotion. Comme si, dans son esprit, l'enfermement n'était pas un crime, mais une forme d'amour tordu. Nathalie, la mère d'Émilie, vécut les années suivantes dans un mélange d'épuisement et d'obsession. Chaque matin, elle vérifiait sa boîte mail, espérant un message anonyme. Chaque sonnerie de téléphone la faisait sursauter. Elle participa à toutes les émissions locales consacrées aux disparitions, envoya des lettres à des associations, à la presse nationale. Rien. Ses voisins la voyaient vieillir prématurément, les traits tirés, la voix cassée. Elle répétait toujours la même phrase. « Tant qu'on n'a pas retrouvé son corps, c'est qu'elle vit encore. » Cette conviction l'a tenue debout pendant 10 ans. Les enquêteurs de l'époque, eux, étaient partagés entre frustration et impuissance. Le dossier Émilie Martin manquait de tout. Pas de scène de crime, pas de véhicule, pas de suspect solide. Les premières investigations avaient bien pointé Patrick L., mais son profil paraissait anodin, sa vie trop rangée pour un tel acte. Les perquisitions n'avaient rien donné. Pas de traces d'Émilie dans la maison, aucune anomalie dans le registre de la boutique. Les policiers le décriront plus tard comme l'homme de la dissimulation tranquille, un profil sans aspérité, presque invisible. Il répondait toujours avec calme, regardait droit dans les yeux, posait des questions sur l'avancée de l'enquête. Sa maîtrise, cette absence totale d'émotion, aurait dû alerter. Mais à l'époque, l'idée qu'un homme puisse cacher une captive à quelques mètres de sa vie ordinaire paraissait insensée. Pendant que la ville oubliait peu à peu son nom, Émilie, elle, survivait. Les premiers mois d'enfermement furent un chaos d'angoisse et d'incompréhension. Patrick venait chaque jour, toujours à la même heure. Il lui imposait des règles. Ne pas parler sans autorisation, ne pas le regarder directement, ne pas toucher la porte. Elle avait droit à quelques vêtements, à un cahier, à des repas réguliers mais contrôlés. Les journées s'écoulaient dans un silence épais, rythmé par les bruits du monde au-dessus d'elle. Une voiture, un aboiement, un volet qui claque. Émilie notait mentalement les sons, essayant de deviner l'heure. Pour ne pas sombrer, elle imaginait des histoires, des voyages, des visages. Elle repensait à sa mère, à ses amis, aux odeurs de la rue. Ce lien imaginaire la maintenait en vie. Une fois, elle osa lui demander « Pourquoi moi ?» Patrick répondit simplement « Parce que tu étais la seule à ne pas me juger. » Une phrase qui, à elle seule, résume toute la logique dérangée de cet homme. Les années suivantes s'enchaînèrent dans une répétition morbide. Patrick s'organisait pour ne jamais éveiller le soupçon. Il sortait à heures régulières, recevait rarement, payait tout en liquide. La cave, insonorisée, était son secret absolu. Un univers parallèle où il pouvait contrôler chaque détail, chaque souffle. Ce n'est qu'à la lumière de ces éléments, la personnalité d'Émilie, la solitude maladive de Patrick, la cécité du voisinage, qu'on mesure à quel point cette tragédie s'est construite lentement, dans l'indifférence générale. 10 ans plus tard,
Lorsque la police découvrira Émilie, affaiblie mais vivante, les psychiatres comprendront à quel point elle avait dû développer des stratégies mentales pour résister. Elle parlera d'une existence suspendue, d'un rêve qui ne finissait pas, de la peur comme seule compagne. Et pourtant, dans ce noir absolu, quelque chose en elle aura tenu, une volonté farouche de revoir le jour. Cette dualité entre la victime qui s'accroche et le bourreau qui croit aimer formera le cœur du procès à venir. Mais avant d'en arriver là, l'histoire devait encore traverser l'enfer de l'enfermement, car le pire restait à venir, la descente progressive d'Émilie dans l'isolement total et l'évolution du geôlier vers une folie méthodique. Au début, Émilie ne comprit pas vraiment ce qui lui arrivait. Quand elle reprit conscience, la lumière était faible, filtrée par une ampoule nue suspendue au plafond. Ses poignets la brûlaient. L'air sentait le ciment, la poussière et le fer. Elle tenta d'appeler, de crier, mais sa voix se perdit dans un écho étouffé. Il fallut plusieurs heures avant que la porte s'ouvre enfin. Patrick apparut, calme, presque bienveillant. Il tenait un plateau, un bol, un morceau de pain, une bouteille d'eau. « Tu n'as rien à craindre », murmura-t-il. Sa voix n'était ni dure ni menaçante. Elle avait ce ton étrange, monotone, presque tendre, qui ne correspondait pas à la situation. Émilie, terrorisée, tenta de comprendre. Où était-elle? Pourquoi lui? Patrick ne répondit pas. Il lui demanda seulement de se reposer un peu, puis referma la porte à double tour. Les premiers jours furent un chaos de panique et de confusion. Émilie cria, frappa les murs, chercha à forcer la serrure. En vain. À chaque tentative, il descendait, impassible, la regardait en silence, puis remontait. Au bout d'une semaine, il lui apporta des vêtements propres, un seau, un petit radiateur d'appoint. Il lui dit qu'elle devait se montrer raisonnable, qu'il avait besoin d'elle, qu'il ne la laisserait jamais tomber. Ces phrases, d'une banalité glaçante, marquaient le début d'un enfermement mental aussi cruel que la captivité physique. Au fil des jours, Patrick installa une routine. Chaque matin, à la même heure, la lumière s'allumait. Il descendait avec le petit déjeuner, restait un moment à la regarder manger, lui parlait de la météo, des voisins, des journaux. Puis il éteignait la lumière, fermait la porte et disparaissait jusqu'au soir. Émilie perdit rapidement la notion du temps. Les jours, les nuits, tout se confondait. Elle ne savait plus si elle dormait trop ou pas assez. Les repas devenaient les seuls repères d'une temporalité détraquée. Patrick contrôlait tout, la nourriture, la lumière, la parole. Il avait imposé des règles simples. Ne pas crier, ne pas le contredire, ne pas poser de questions. Chaque infraction entraînait une punition, silence prolongé, absence de repas ou privation de lumière. Pour Émilie, ce n'était pas seulement une prison, c'était une existence réduite à la dépendance. Elle comprit vite qu'il cherchait moins à la blesser qu'à la modeler, à façonner une présence docile, soumise, captive de son besoin d'emprise. Il venait parfois s'asseoir sur une chaise, la fixer sans un mot, comme s'il observait une œuvre d'art. Il lui parlait de tout et de rien, comme à une compagne imaginaire, les travaux de la mairie, les émissions de télévision, les clients qui ne comprennent rien. Émilie restait muette, mais elle savait que répondre trop ou mal pouvait déclencher une colère froide. Cette alternance de douceur et de menace brouillait toute logique. Elle se mit à anticiper ses réactions, à surveiller chaque mot, chaque geste. C'était la seule manière de rester en vie. Avec le temps, Patrick entreprit d'améliorer la cave. Il installa un petit lavabo, une lampe supplémentaire, un tapis. Il parlait de confort, comme s'il s'agissait d'un logement normal. Mais ces aménagements n'étaient qu'un autre moyen de contrôle. Il décidait de tout, jusqu'à la couleur des draps, jusqu'au rythme des repas. Émilie n'avait plus aucune initiative, pas même celle d'exister selon ses propres termes. Dans ses carnets, retrouvés plus tard, elle écrira « Il voulait que je sois reconnaissante. Je devais sourire quand il m'apportait un pull. Pleurer le mettait en colère. Alors j'ai appris à ne plus pleurer. Les jours se transformèrent en mois. Elle commença à parler seule, à se répéter des souvenirs pour ne pas oublier sa voix. Parfois, elle imaginait que tout cela n'était qu'un mauvais rêve dont elle finirait par se réveiller. Mais chaque fois que la porte s'ouvrait, la réalité revenait, implacable. À la surface, la vie suivait son cours. Patrick continuait d'aller travailler, saluer ses voisins, échanger quelques mots au café. Personne ne remarquait rien. Il sortait les poubelles, entretenait son jardin, payait ses factures. Tout semblait normal. Sa double vie, parfaitement huilée, se déroulait sans accroc. Le jour, commerçant discret. La nuit, gardien d'un monde souterrain dont lui seul détenait la clé. Certains soirs, il descendait sans un mot, s'asseyait dans un coin de la pièce, observait Émilie comme on surveille un animal craintif.
Puis il remontait, verrouillait la porte et allumait la télévision au-dessus. Émilie, en bas, entendait les rires d'un jeu télévisé, les publicités, le bruit de la vaisselle. Ces sons ordinaires, familiers, devinrent des tortures. Ils rappelaient la vie d'avant, le monde qu'elle voyait, mais qu'elle ne pouvait plus toucher. Les mois suivants, Patrick commença à justifier sa détention. Il disait qu'il la protégeait du monde extérieur, qu'elle n'était pas prête à sortir. Selon lui, la société était pleine de dangers, les gens malveillants. Il se présentait comme un sauveur, un gardien. Émilie comprit que contester ce discours ne servait à rien. Elle apprit à se taire, à feindre l'adhésion. Ce comportement de survie, appelé plus tard par les experts soumission stratégique, lui permit d'éviter les accès de colère les plus violents. Pour s'évader mentalement, elle se raccrocha aux sons, aux odeurs, aux détails insignifiants. Le bruit d'un pas sur le plancher, une chanson à la radio, l'odeur du café quand il descendait. Chacun de ces fragments devenait une preuve que le monde existait encore. Dans le noir, elle répétait « Je suis encore là, je suis encore moi ». Patrick, lui, commençait à se persuader que tout cela formait une vie normale. Il célébrait des anniversaires, apportait parfois un gâteau, parlait de leur couple, de leur avenir. Il oscillait entre la tendresse déformée et la tyrannie absolue. Par moments, il semblait réellement croire que cette cohabitation forcée était une histoire d'amour. Ce déni, selon les psychiatres, traduisait une dissociation complète de la réalité, un délire construit pour justifier l'injustifiable. Lors de son interrogatoire, des années plus tard, il dira sans émotion « Je n'étais pas un monstre. Elle avait tout ce qu'il fallait. Elle était libre dans son esprit. » Ces mots, prononcés avec sincérité, glacèrent les juges, car ils révélaient l'ampleur du gouffre entre sa perception et la réalité. Les traces matérielles de la séquestration, relevées après la libération, témoigneront d'une organisation méticuleuse. Une porte en acier dissimulée derrière un meuble, un système électrique isolé, des murs insonorisés avec des plaques de mousse, une trappe de ventilation camouflée sous le plancher. Tout avait été pensé pour durer. Patrick ne vivait pas dans l'urgence du crime, mais dans la planification froide d'un monde parallèle, conçu pour que personne ne découvre jamais la vérité. Et dans cet univers clos, Émilie grandissait malgré tout. Elle comptait les jours en grattant des marques sur le mur, puis abandonna quand les chiffres devinrent trop grands. Elle apprit à écouter son corps, à économiser ses forces, à respirer lentement pour calmer les crises de panique. Elle s'inventait des dialogues avec sa mère, des scènes de rue, des repas imaginaires. Son esprit, c'était tout ce qu'il lui restait de libre, et c'est lui, paradoxalement, qui la sauvera. À l'extérieur, la disparition d'Émilie n'était plus qu'un dossier dans un tiroir. Pourtant, une mère continuait d'espérer, et un hasard allait bientôt rouvrir la plaie. Car à la surface, un simple incident banal, une panne électrique, un bruit signalé, une erreur de routine, allait, des années plus tard, fissurer ce silence parfait. Les années suivantes s'étirèrent comme un hiver sans fin. Dans la cave de Patrick-L, le temps n'existait plus. Il n'y avait ni saison, ni semaine, ni calendrier. Juste une succession de jours identiques, rythmés par la lumière artificielle et les pas réguliers dans l'escalier. Pour Émilie, chaque matin commençait par le bruit métallique d'une clé, un claquement de verrou, puis le visage impassible de son geôlier. Patrick descendait toujours à la même heure. Il apportait le repas, vérifiait la température, parlait quelques minutes. Parfois, il s'asseyait sur la marche du bas et lui racontait des anecdotes inventées, les clients de sa boutique, la météo, un film qu'il avait vu à la télévision. Dans son esprit dérangé, tout cela formait une routine de couple. Il disait « Tu vois, on vit simplement, loin du vacarme des autres. Ici, personne ne peut nous séparer. » Ces phrases, murmurées comme des évidences, avaient la douceur trompeuse du poison. Émilie, elle, s'était résignée au silence. Elle avait compris qu'il fallait parler juste assez pour apaiser, mais jamais trop pour ne pas provoquer. La cave s'était transformée. Patrick avait repeint les murs, installé une table pliante, ajouté un petit poste de radio. Il laissait parfois une revue, un livre sans couverture. Il disait que c'était pour passer le temps. Émilie lisait lentement, répétait mentalement les phrases, non pour apprendre, mais pour s'accrocher à la langue, à l'extérieur, à la normalité. Chaque mot était une fenêtre vers le monde perdu. Mais ces gestes d'apparente humanité n'étaient qu'une autre forme de domination. Patrick s'enorgueillissait de prendre soin d'elle. Il contrôlait jusqu'à ses émotions. Quand elle paraissait triste, il la forçait à sourire. Quand elle refusait de parler, il coupait la lumière pendant des heures. Il voulait une compagne fabriquée,
un reflet de lui-même. Il disait souvent « Tu es ma raison de vivre. Si tu me quittes, je meurs. » Puis il ajoutait, plus bas « Et si je meurs, tu meurs avec moi. » C'est à ce moment-là qu'Émilie cessa d'espérer un dialogue. Elle entra dans ce que les psychologues appelleront plus tard une soumission adaptative, une manière d'obéir sans se trahir, de survivre sans disparaître. L'hiver 2012 fut particulièrement froid. La maison de Patrick, vieille et mal isolée, se couvrit de givre. Dans la cave, l'humidité rendait l'air irrespirable. Émilie toussait souvent, ses doigts étaient engourdis. Il lui apporta un vieux manteau et un chauffage d'appoint. Il semblait inquiet, mais pas de sa souffrance, de la perte possible de son trésor. Il lui dit qu'elle devait faire attention, rester en bonne santé pour lui. Ces mots, prononcés avec douceur, la révoltèrent intérieurement. Mais elle se tut. Elle savait que toute révolte serait inutile. Pour tenir, elle créa un monde intérieur. Chaque soir, quand il remontait, elle fermait les yeux et se souvenait d'un lieu réel, une rue, un café, une odeur de pluie. Elle reconstituait mentalement des paysages, des visages, des dialogues imaginaires. Ce refuge mental devint sa seule liberté. Elle écrivait parfois sur un coin de mur avec un morceau de bois brûlé. « Je suis ici, mais je ne suis pas à lui. » Pendant ce temps, Patrick s'enfonçait dans une spirale de contrôle et d'illusion. Sa boutique tournait mal. Les clients se faisaient rares. Il accusait le monde, les femmes, la société. Mais le soir, il retrouvait sa cave. Et là, il se sentait maître. Là, il pouvait décider. Là, il pouvait imposer sa réalité. Il commença à lui parler d'un avenir commun. Il évoquait des voyages, une maison à deux, une vie hors du monde. Émilie faisait semblant d'écouter. Elle hocha la tête, répétait « Oui, peut-être ». Chaque mot qu'elle prononçait était mesuré, calculé, une stratégie de survie. Elle savait que sa seule chance était de l'apaiser, de lui faire croire qu'elle partageait ses rêves. Cette illusion serait peut-être sa porte de sortie. Les rares moments où Patrick quittait la maison, Émilie écoutait attentivement. Elle comptait ses pas, le bruit du moteur, la durée de son absence. Elle repérait chaque vibration, chaque son. Mais la porte était trop solide, les murs trop épais. Elle tenta une fois de crier, très fort, espérant qu'un voisin l'entende. Personne ne répondit. Ce soir-là, il descendit furieux, la gifla sans un mot, puis la laissa 3 jours dans le noir. Après cela, elle ne cria plus jamais. Un jour, il lui apporta un petit miroir. Il disait que toute femme doit se regarder. Elle s'y vit pour la première fois depuis des années. Ses cheveux ternes, son visage amaigri, ses yeux creusés. Elle eut un choc violent. Elle ne se reconnut pas. Elle comprit alors que le temps lui avait volé plus que sa liberté. Il lui avait volé son image, sa jeunesse, sa propre existence. Mais dans ce miroir, elle vit aussi une étincelle, celle d'une vie qui refusait d'être effacée. Et pour la première fois depuis longtemps, elle sentit une rage froide, muette, mais vivante. Une résistance qui n'avait plus besoin de mots. À la surface, rien ne laissait deviner cette horreur. Patrick menait une existence réglée, saluait les voisins, répondait aux courriers. Il avait mis en place une façade parfaite. Même sa mère, qu'il visitait au cimetière chaque mois, recevait ses confidences. Il lui parlait à voix haute, racontait sa compagne, sa vie tranquille. Ce délire de normalité, personne ne le remarqua. Les rares visiteurs repartaient en disant qu'il était un peu étrange, mais sans méchanceté. Pendant ce temps, la mère d'Émilie continuait d'espérer. Elle gardait la chambre intacte, déposait des fleurs à la fenêtre. Chaque anniversaire, elle allumait une bougie et murmurait « Je sais que tu es quelque part. » Tiens bon. Elle ignorait à quel point sa fille luttait réellement, là, à quelques kilomètres. À mesure que les années passaient, la relation entre Émilie et Patrick évoluait vers une forme de dépendance complexe. Elle n'avait plus peur au sens premier. La peur s'était transformée en une vigilance constante, une hyper-lucidité. Elle savait lire ses humeurs, anticiper ses gestes, prévenir ses colères avant qu'elles ne naissent. C'était une survie silencieuse, presque invisible, mais d'une force incroyable. Patrick, lui, oscillait entre adoration et paranoïa. Il croyait qu'Émilie était reconnaissante, qu'elle l'aimait d'une manière spéciale. Mais parfois, un simple regard, un mot de trop, rallumait en lui une fureur sourde. Il se sentait trahi, rejeté. Alors, il enfermait encore plus, renforçait les verrous, contrôlait chaque respiration. Son monde se rétrécissait à mesure que le sien s'élargissait. En 2018, un incident anodin fit vaciller cet équilibre morbide. Une coupure d'électricité dans le quartier obligea les services techniques à intervenir dans plusieurs maisons. Patrick, inquiet, tenta de les éloigner, prétextant une fuite d'eau. Mais l'un d'eux nota quelque chose d'étrange.
une pièce condamnée, un câble qui semblait descendre vers le sous-sol. Il mentionna l'anomalie dans son rapport. Quelques jours plus tard, un agent communal passa pour vérifier. Patrick perdit son calme, refusa l'accès. Ce refus, noté par routine, sera plus tard la première fissure dans le mur de silence. En bas, Émilie ne savait rien de tout cela. Elle sentait seulement un changement dans son comportement, plus nerveux, plus agité. Il descendait plus souvent, vérifiait les verrous, écoutait à la porte. Elle sentit qu'un événement approchait. Mais elle ne pouvait deviner que la fin de son calvaire se jouait déjà, à quelques signatures administratives près. Le 14 juin 2019, la journée avait commencé comme tant d'autres dans ce quartier tranquille de Reims. Le soleil filtrait à travers les rideaux. Les habitants prenaient leur café, indifférents à ce qui se préparait derrière les murs gris du numéro 14. Pourtant, à 8 heures du matin, une voiture de service communal s'arrêta devant la maison de Patrick L. À son bord, 2 techniciens chargés de vérifier un branchement électrique irrégulier. Ils avaient reçu un signalement, un câble souterrain tiré sans autorisation, potentiellement dangereux. Patrick, en apercevant le véhicule, sentit son cœur se serrer. Il descendit précipitamment, ouvrit la porte avant même qu'on ne frappe. Son visage était tendu, ses mains moites. « Ce n'est rien, juste une vieille installation. Je vais m'en occuper moi-même. » Sa voix tremblait. Les agents, étonnés par cette nervosité, insistèrent. La vérification était obligatoire. Après quelques minutes de discussion, ils pénétrèrent dans le jardin, contournant la maison. Patrick suivait, fébrile, tentant de les détourner. Mais un détail attira l'attention de l'un d'eux. Une bouche d'aération métallique, fraîchement repeinte, d'où s'échappait un souffle d'air chaud. « Ça vient du sous-sol » demanda l'un. Patrick resta figé. « Non, juste un ancien conduit. » Sa voix se fit sèche, autoritaire. Les agents échangèrent un regard. Quelque chose n'allait pas. L'un d'eux nota l'adresse et signala l'incident au service municipal. Le lendemain, une demande de contrôle plus approfondie fut transmise à la police. 3 jours plus tard, le 17 juin, une patrouille se présenta sur place, accompagnée d'un inspecteur du service de sécurité électrique. Patrick tenta encore de refuser l'accès. Il prétendit être malade, évoqua un problème personnel. Mais l'ordre était signé. Les agents entrèrent. L'un d'eux remarqua une armoire lourde adossée contre un mur du salon. Derrière, une poignée métallique dépassait à peine. Patrick pâlit. « C'est juste un ancien cellier, rien d'important. » Le policier voulut vérifier. Patrick s'interposa. Alors, calmement, l'un des agents lui demanda de s'écarter. Une tension glaciale envahit la pièce. Le silence dura quelques secondes. Puis Patrick murmura « Ne descendez pas là-bas ». Mais il était trop tard. L'armoire fut déplacée. Une porte d'acier apparut, verrouillée par 3 loquets. L'air qui s'en échappait sentait la moisissure et la poussière. Le policier frappa 1 fois, 2 fois. Aucune réponse. Il força la serrure. Le battant grinça lentement. Derrière, un escalier raide plongeait dans l'obscurité. L'odeur était suffocante. Un faisceau de lampes balaya la descente. Un matelas, une chaise, des murs gris tachés d'humidité. Et puis, au fond, une forme humaine, assise, immobile. La lumière s'arrêta sur un visage, celui d'une femme, les yeux grands ouverts, le teint livide, les cheveux collés par la sueur. Elle leva une main, comme pour se protéger de la clarté. Un murmure à peine audible traversa la pièce. « Ne me faites pas de mal. » L'un des policiers s'agenouilla, saisi. Il lui demanda son nom. Elle mit plusieurs secondes avant de répondre. Sa voix était rauque, brisée. « Émilie Martin. » Un frisson parcourut les agents. Le nom résonnait. Ce nom, il l'avait déjà entendu quelque part. Une disparition classée depuis 10 ans. Patrick fut maîtrisé sans résistance. Il ne cria pas, ne tenta pas de fuir. Il regardait la scène comme un spectateur absent, murmurant simplement. « Vous ne comprenez pas. » Elle voulait rester. Ses mots glaçaient. Il observait la jeune femme, le regard vide, presque attendri, tandis qu'on lui passait les menottes. Un des policiers dira plus tard, il n'avait pas peur. Il semblait convaincu d'avoir fait le bien. La cave était minuscule, moins de 4 mètres carrés. Une ampoule pendait du plafond. Le sol était recouvert d'un tapis élimé. Sur une table, une tasse, un livre abîmé, un petit miroir. Un coin servait de toilette rudimentaire. Contre un mur, un matelas jauni. C'est là qu'Émilie avait vécu. 10 ans. Sans voir la lumière du jour. Sans entendre une voix autre que celle de son geôlier. Elle fut transportée à l'hôpital dans un état de dénutrition sévère, mais consciente. Les médecins furent stupéfaits. Malgré l'enfermement,
Elle parlait clairement, comprenait tout. Elle demanda d'abord une seule chose. « Est-ce que ma mère est vivante ?» Quand on lui répondit oui, elle éclata en sanglots. Elle avait survécu pour ce moment-là. La nouvelle se répandit en quelques heures. Les médias s'emparèrent de l'affaire. Une femme retrouvée vivante après 10 ans de séquestration à Reims. Les images de la maison, des véhicules de police, des bâches bleues devant le portail firent le tour du pays. Des journalistes campèrent sur place. Les voisins, stupéfaits, donnaient des interviews. Il disait toujours bonjour, il était poli. On n'aurait jamais imaginé ça. Certains se rappelèrent des bruits étranges, des odeurs. Mais personne n'avait fait le lien. Parce que dans une rue tranquille, on préfère souvent croire à la normalité. Nathalie apprit la nouvelle par un appel de la gendarmerie. Elle était au travail quand son téléphone vibra. « Madame Martin, c'est bien vous ?» Elle sentit son cœur s'arrêter. La voix au bout du fil ajouta « On a retrouvé Émilie. » Un silence, puis d'un souffle, vivante. Elle tomba à genoux, incapable de parler. Ses collègues la soutinrent, incrédules. 10 ans de souffrance venaient de se briser en une seconde. Quand elle arriva à l'hôpital, Émilie dormait, perfusée, les traits tirés, mais bien réels. La mère posa sa main sur la sienne, doucement, et murmura « Je t'avais promis que je ne t'oublierais pas. » Émilie ouvrit les yeux lentement. Elle sourit faiblement. 2 vies venaient de se recroiser au bord de l'abîme. Pendant ce temps, Patrick restait en garde à vue, calme, coopératif, presque bavard. Il répondait aux questions avec une précision clinique. Il disait « Je ne l'ai jamais battue. Je lui donnais à manger. Elle avait tout. » Il parlait d'elle comme d'une compagne consentante. Les enquêteurs étaient sidérés. Il justifiait tout par l'amour, par la peur du monde extérieur, par la nécessité de la protéger. Il ne semblait pas comprendre l'horreur de ses actes. Les experts psychiatres, appelés dès les premières heures, parleront d'un délire de possession affective, nourri par une solitude maladive et un fantasme de contrôle absolu. Mais ce diagnostic n'effacera rien. Derrière les mots, il y avait 10 envolées. La découverte de la cave fut documentée minute par minute. Les policiers prirent des photos, filmèrent la scène. Chaque objet devenait une preuve. Le petit cahier retrouvé sous le matelas, les marques de griffes sur le mur, les inscriptions tracées au charbon. Sur une planche de bois, on pouvait lire « Ne pas mourir, même s'il veut que j'oublie ». Une phrase simple, mais bouleversante. Elle résumait 10 ans de résistance silencieuse. L'enquête révélera plus tard que Patrick avait planifié cette séquestration depuis des mois avant le rapt. Il avait acheté le matériel, insonorisé les murs, préparé la pièce. Ce crime n'était pas une impulsion, c'était un projet. Un enfermement prémédité, organisé, presque méthodique. Dans les jours qui suivirent, la France entière fut saisie d'effroi. Les journaux titraient « Séquestré pendant 10 ans à quelques mètres de la liberté ». Des débats éclatèrent. Comment un tel crime avait-il pu passer inaperçu? Pourquoi personne n'avait rien vu? La question planait, douloureuse. Et si, quelque part, d'autres caves cachaient d'autres silences? Mais pour Émilie, le plus difficile restait à venir. Car sortir d'un enfermement physique, c'est une chose. Sortir de 10 ans de peur, de dépendance et de silence, c'en est une autre. L'enquête s'annonçait aussi longue que minutieuse. Ce 17 juin 2019, la découverte d'Émilie Martin avait bouleversé la ville entière. Les premiers policiers dépêchés sur place avaient du mal à croire ce qu'ils voyaient. Une femme, tenue captive pendant 10 ans, dans une maison ordinaire, sans qu'aucun voisin n'ait rien remarqué. L'affaire, d'abord traitée localement, fut rapidement transférée à la brigade criminelle de Reims, puis confiée à la section de recherche de Châlons-en-Champagne. Dès les premières heures, la priorité fut donnée à la préservation des lieux. Les techniciens en identification criminelle scellèrent la maison, installèrent des projecteurs et commencèrent un relevé méthodique de chaque recoin. Les murs furent photographiés centimètre par centimètre. Chaque objet fut répertorié. Une brosse à cheveux, des notes manuscrites, des boîtes de conserve périmées depuis 2013. Dans un petit sac plastique, ils trouvèrent un bracelet d'argent, gravé à l'intérieur d'un prénom, Émilie, le même que celui que la mère avait décrit 10 ans plus tôt dans sa déposition. Pendant ce temps, Émilie était hospitalisée, entourée de médecins, de psychologues et d'enquêteurs spécialisés. Les premiers examens révélèrent un état de dénutrition sévère, mais aussi une résistance physique exceptionnelle. Ses muscles, bien qu'atrophiés, répondaient encore. Les médecins parlaient d'un organisme qui a tenu par instinct de survie. Les enquêteurs attendirent plusieurs jours avant de l'interroger. Il fallait d'abord qu'elle dorme, qu'elle mange, qu'elle sente qu'elle n'était plus en danger. Lors du premier entretien, elle parla peu. Sa voix était faible, mais posée. Elle raconta des bribes.
la cave, la routine, la peur. Elle dit qu'elle avait compris dès les premiers jours qu'il ne la relâcherait jamais. Elle évoqua aussi les bruits de la maison au-dessus, les rires lointains, le passage des voitures, le monde qu'elle entendait sans jamais le voir. Son récit, entrecoupé de silence, glaça les enquêteurs. Ils notèrent la précision avec laquelle elle décrivait les sons, les odeurs, les rythmes. Sa mémoire sensorielle était intacte, presque photographique. C'est ce qui lui avait permis, disaient les experts, de ne pas sombrer dans la folie. Patrick, elle, lui, restait enfermé dans un mutisme déroutant. En garde à vue, il se montrait coopératif, poli, presque détaché. Il répondait aux questions sans émotion, comme s'il parlait d'un objet, d'une routine domestique. Je l'aimais, je voulais la protéger. C'était sa phrase clé. Quand on lui demandait pourquoi il l'avait enlevée, il répondait « parce qu'elle voulait partir ». Elle ne comprenait pas que dehors, les gens lui feraient du mal. Les enquêteurs le laissèrent parler, conscients que son calme apparent cachait une logique de possession. Un psychologue de la PG, présent lors des auditions, dira plus tard « ce n'était pas un cri de haine, mais un délire d'amour total ». Il croyait qu'il lui appartenait et qu'elle lui devait sa survie. Cette conviction, ancrée depuis des années, avait justifié à ses yeux l'enfermement, la privation, le contrôle. Pour lui, la cave n'était pas une prison, mais un refuge. Le monde inversé d'un esprit malade. Les policiers fouillèrent la maison pendant des jours. Ils découvrirent des registres méticuleusement tenus. Achats alimentaires, dépenses, dates de congés. Tout était planifié. Dans un tiroir, ils trouvèrent une série de factures pour du matériel d'insonorisation et de sécurité. Les dates remontaient à l'été 2009, quelques semaines avant la disparition. Cela confirmait la préméditation. Un autre document glaça l'équipe. Un plan dessiné à la main, daté du mois d'août 2009. Il montrait l'aménagement du sous-sol, les conduits d'air, les câbles électriques, la porte blindée. Sur le bord, une annotation au crayon, « Coin tranquille ». Ce mot, d'une banalité glaçante, disait tout. Patrick avait préparé un lieu où le monde extérieur n'existerait plus. Les voisins furent interrogés les uns après les autres. Tous disaient la même chose, un homme discret, poli, solitaire. Il saluait toujours, sans plus. Certains se souvenaient de bruits étranges, parfois tard le soir, mais personne n'avait fait le lien. L'un d'eux raconta qu'il entendait parfois un bourdonnement régulier, comme celui d'un ventilateur. Un autre, qu'il avait remarqué des sacs poubelles lourds déposés chaque semaine. Mais dans une rue tranquille, la curiosité s'éteint vite. Et puis, ajouta un habitant, « On a tous nos secrets. » On ne voulait pas se mêler. Ce silence collectif devint l'un des thèmes centraux de l'affaire. Comment un tel drame avait-il pu se dérouler à quelques mètres des autres, sans que personne ne s'en doute? L'indifférence, la peur de déranger, la banalité du mal, tout s'était entremêlé dans cette décennie de nuit. Les experts psychiatres, mandatés par le juge d'instruction, commencèrent à analyser le profil de Patrick L. Ils parlèrent d'un homme atteint d'un trouble paranoïaque et obsessionnel, marqué par une peur maladive de l'abandon. Son monde mental s'était figé autour d'une idée unique, posséder pour ne pas perdre. Il avait transformé Émilie en objet de survie émotionnelle, tout en construisant autour d'elle une fiction d'amour et de nécessité. Un psychiatre résumera plus tard, il n'a pas séquestré une femme. Il a enfermé le seul fragment d'humanité qu'il croyait maîtriser. Les enquêteurs rencontrèrent aussi la mère d'Émilie. Nathalie, encore bouleversée, collaborait chaque jour avec la police. Elle relisait les anciens rapports, montrait des photos, aidait à reconstituer le calendrier. Son visage portait à la fois la joie du miracle et la douleur de 10 années perdues. « J'ai toujours su qu'elle vivait », disait-elle simplement. Les policiers, eux, restaient marqués par sa dignité. Elle n'avait ni colère ni vengeance, seulement une tristesse calme. Elle voulait comprendre, pas détruire. Pendant ce temps, Émilie commençait doucement à reprendre contact avec le monde réel. Les psychologues lui proposaient de courtes promenades dans le jardin de l'hôpital, sous surveillance. Elle marchait lentement, éblouie par la lumière du jour. La première fois, elle leva les yeux vers le ciel et resta immobile, comme fascinée. Elle murmura « Je croyais que le bleu n'existait plus ». Chaque geste simple redevenait un apprentissage. Se doucher, s'habiller, dormir sans verrou, entendre un rire sans sursauter. Elle parlait peu, mais son regard disait tout. Les médecins décrivaient un mélange de lucidité et de fragilité extrême. Elle se souvenait de tout, sans effort, mais sans haine. Elle disait « Je ne veux pas qu'il me définisse. Je veux juste redevenir quelqu'un ». L'instruction judiciaire se mit en place. Patrick fut mis en examen pour enlèvement,
séquestration aggravée et violence volontaire sur personnes vulnérables. Il encourait la réclusion criminelle à perpétuité. Ses avocats plaidèrent la maladie mentale, cherchant à obtenir une irresponsabilité partielle. Mais les experts confirmèrent qu'il était pénalement conscient de ses actes. Il avait planifié, organisé, dissimulé. Son discernement, quoique altéré, restait intact. Le juge d'instruction ordonna une reconstitution. Elle eut lieu en janvier 2020. Émilie refusa d'être présente, mais son témoignage enregistra chaque détail. Les enquêteurs descendirent une dernière fois l'escalier étroit, entouré du silence. Les traces d'humidité, la porte blindée, le matelas, tout était resté tel quel. Un huis clos figé dans le temps. Le dossier, épais de plusieurs centaines de pages, fut bouclé à l'été 2020. Le parquet annonça le renvoi de Patrick L. devant les assises. L'audience, prévue pour l'année suivante, s'annonçait comme l'un des procès les plus suivis de la décennie. Mais au-delà du jugement, un autre combat commençait, celui d'une femme décidée à reconstruire sa vie. Le procès de Patrick L. s'ouvrit le 3 mai 2021 devant la cour d'assises de la Marne. 12 ans après la disparition d'Émilie Martin, 2 ans après sa libération, la salle comble exhalait une tension presque irréelle. Les bancs étaient pleins, la presse s'était installée dès l'aube. Sur le parvis du tribunal, des caméras, des micros, des visages figés dans l'attente. Dans le box vitré, Patrick L. apparaissait méconnaissable. Cheveux gris, dos voûté, regard vide. Il portait un costume trop grand, comme s'il avait rapetissé à l'intérieur de lui-même. Quand le président de la cour lui demanda de décliner son identité, il répondit d'une voix calme, presque polie. Patrick Louis, né le 9 novembre 1960 à Reims. Puis il baissa les yeux. À quelques mètres, Émilie était assise entre ses avocats. Ses cheveux, courts, avaient repoussé. Son visage restait pâle, mais ses yeux, clairs et concentrés, ne fuyaient pas. Elle ne regardait pas son ancien geôlier. Elle fixait la table, une main serrée sur un stylo, l'autre sur un mouchoir. Ce procès, elle le vivait comme une étape, pas comme une revanche. Dès la première journée, le président rappela la gravité des faits. Enlèvement, séquestration aggravée, violence sur une personne vulnérable. Les jurés écoutaient dans un silence total. Les mots résonnaient entre les murs. 10 ans de captivité, une cave sans lumière, la solitude, la peur. Chaque phrase semblait trop courte pour dire l'horreur. Puis le président se tourna vers l'accusé. « Reconnaissez-vous les faits qui vous sont reprochés ?» Patrick hésita, haussa les épaules. « Oui, mais pas comme vous le dites. Je ne voulais pas lui faire de mal. » Cette phrase, répétée comme un refrain, allait traverser toute l'audience. Les premiers témoins furent les enquêteurs, les techniciens, les médecins. Ils décrivirent, avec une précision clinique, la scène de la découverte. Les photos projetées sur l'écran montraient la cave, le matelas, la porte blindée, les marques sur les murs. Dans la salle, certains baissaient les yeux, d'autres pleuraient en silence. Le commandant de la brigade criminelle raconta « Guillaume est ici. Quand on l'a trouvée, elle nous a demandé si elle pouvait sortir pour voir le ciel. C'est la première chose qu'elle a dite. Chaque témoignage ajoutait une couche de réalité, presque insupportable. Mais ce qui frappait le plus, c'était la banalité du décor. Un sous-sol de banlieue, un lieu sans mystère, sans cri. L'horreur s'était cachée dans la normalité. Puis vint le tour des experts psychiatres. Leur rapport détaillait un profil complexe. Patrick souffrait d'un trouble délirant à mécanisme affectif, nourri par une solitude ancienne et un sentiment d'échec. Il n'était pas fou au sens pénal, il savait ce qu'il faisait. Mais dans son esprit, l'enfermement était devenu un acte d'amour protecteur. L'un des experts expliqua « Owoka ». Il a créé un monde clos pour ne plus être seul. Dans ce monde, elle n'était plus une personne, mais une extension de lui-même. Patrick écoutait, impassible, comme si ces mots ne le concernaient pas. Par moments, il prenait des notes ou fixait le plafond. Lorsqu'on lui demanda s'il regrettait, il répondit « Je regrette qu'elle ne m'ait pas compris ». Une phrase qui glaça la salle entière. Les avocates de la défense plaidèrent la pathologie, la perte de repères, l'absence d'intention de nuire. Ils montrèrent des extraits de lettres retrouvées dans la maison, des textes où Patrick parlait d'Émilie comme d'une compagne, d'une présence indispensable. Ils tentaient d'humaniser l'accusé, de rappeler qu'il n'avait jamais torturé ni blessé physiquement sa victime. Mais le ministère public répliqua d'une voix ferme. La torture psychologique n'a pas besoin de sang. Enfermer quelqu'un pendant 10 ans, c'est tuer lentement.
Cette phrase resta suspendue dans l'air, lourde comme un verdict avant l'heure. Quand Émilie prit enfin la parole, la salle se figea. Elle se leva lentement, s'approcha du micro. Sa voix tremblait au début, puis se stabilisa. Elle ne raconta pas tout. Elle parla de la peur, du silence, du temps arrêté. Elle dit « Il m'a volé mes 20 ans, mais il n'a pas pris ma voix. » Elle ajouta ensuite, calmement « Je ne veux pas le haïr. Je veux juste qu'il arrête de croire que c'était de l'amour. » Dans le box, Patrick leva la tête, pour la première fois depuis le début du procès. Leurs regards se croisèrent une fraction de seconde. Puis, elle détourna les yeux. L'audience entière retint son souffle. Ce moment restera gravé dans les comptes rendus du procès. Un face-à-face silencieux entre deux mondes, celui de la survie et celui du déni. Les jours suivants, le procès prit des allures d'autopsie émotionnelle. On retraça le parcours d'Émilie, les 10 années d'ombre, les traces de résistance mentale, les mots inscrits sur les murs de la cave. Les experts psychologues parlèrent d'une intelligence de survie rare, d'une force intérieure hors norme. L'un d'eux expliqua « Elle a survécu parce qu'elle a compris qu'il fallait vivre dans sa tête quand le corps était enfermé. » Les jurés écoutaient, bouleversés. Même les gendarmes en faction à la porte détournaient parfois le regard. Patrick resta cohérent jusqu'au bout dans son déni. Il refusait de reconnaître l'enlèvement. Pour lui, Émilie avait accepté de rester. Les juges tentèrent de lui faire entendre la réalité. Mais ses réponses demeuraient figées. « Elle avait tout. Je ne l'ai pas forcée. » Cette logique absurde, répétée inlassablement, montrait l'étendue du gouffre. Un gouffre où toute empathie avait disparu, remplacé par une idée fixe. Posséder, contrôler, effacer la liberté de l'autre. Le dernier jour d'audience, le procureur prit la parole pour ses réquisitions. Sa voix résonna dans un silence total. Ce dossier n'est pas celui d'un monstre, mais celui d'un homme ordinaire qui a choisi de transformer sa solitude en prison pour autrui. Et dans cette banalité du mal, c'est toute notre vigilance collective qui doit se réveiller. Il demanda la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 22 ans. Les mots tombèrent comme un couperet. La défense tenta un ultime appel à la compréhension. C'est un homme malade, pas un calculateur. Mais les jurés avaient déjà compris. La maladie n'efface pas le choix. Et Patrick L. avait choisi jour après jour pendant 10 ans. Le verdict fut rendu en fin de journée. Coupable de l'ensemble des faits. Condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Patrick ne réagit pas. Il resta debout, immobile, puis regarda une dernière fois la salle avant d'être emmené. Émilie, elle, pleura en silence. Pas de triomphe, pas de vengeance. Seulement un souffle long, presque un soupir. Un poids s'effaçait sans disparaître tout à fait. Dans les jours qui suivirent, elle refusa les interviews. Elle demanda simplement qu'on n'oublie pas les autres. Ceux qu'on ne voit pas, ceux qu'on ne croit pas. Elle disait « On n'enferme pas les gens dans des caves seulement. Parfois, on les enferme dans le silence. » Ce procès fut plus qu'un jugement. Il marqua la fin d'un cauchemar et le début d'une autre épreuve, celle de la reconstruction. Car si la justice avait condamné l'homme, il restait à réparer la femme. Une réparation lente, invisible, patiente, celle du retour à la lumière. Le procès terminé, le silence revint brutalement. Les caméras quittèrent Reims, les micros se turent, les rubans de police furent retirés du portail du numéro 14. Mais pour Émilie, rien n'était vraiment terminé. Car après 10 ans d'enfermement et 2 ans de procédure, il fallait maintenant réapprendre à vivre, hors de la cave, mais aussi hors de la peur. Les premiers jours après le verdict furent étranges. Elle ne se sentait ni libre, ni prisonnière, simplement suspendue. Le monde extérieur lui paraissait trop vaste, trop bruyant. Les odeurs, les lumières, les bruits de circulation l'agressaient presque physiquement. Elle devait fermer les yeux pour respirer. Chaque sortie, chaque rencontre, chaque son nouveau était un défi. Même le vent sur son visage la faisait pleurer. J'avais oublié que l'air pouvait bouger autour de moi, confia-t-elle plus tard à une psychologue. Elle vécut d'abord plusieurs mois dans un centre spécialisé, sous surveillance médicale et psychologique. Là, entourée d'un personnel bienveillant, elle tenta de reconstruire des repères. On lui proposa de tenir un carnet, d'écrire librement. Elle y nota des phrases simples. « Aujourd'hui, j'ai marché jusqu'à la grille. J'ai dormi sans lumière. J'ai vu un oiseau passer. » Ces mots, dérisoires en apparence, marquaient des victoires invisibles. Son corps se réhabituait lentement à la liberté. La lumière du matin, le bruit des pas dans un couloir, le contact d'un tissu propre. Mais son esprit, lui, restait marqué par des réflexes profondément ancrés. Elle sursautait au moindre claquement de porte, ne supportait pas de dormir sans verrou, ni de s'éloigner trop d'un mur. La psychologue parla de traumatismes spatiaux,
des blessures liées à l'enfermement, plus difficiles à soigner que celles du corps. Nathalie, sa mère, venait la voir chaque semaine. Elle parlait un peu. Souvent, elles restaient assises l'une près de l'autre, sans mots. Le simple fait d'être ensemble suffisait. Un jour, Émilie lui dit « Je ne me souviens plus de ta voix d'avant ». Nathalie répondit en souriant « Alors tu vas la redécouvrir ». Elles recommencèrent à cuisiner ensemble, à marcher, à rire parfois. Mais tout devait être apprivoisé à nouveau. La spontanéité, la confiance, le contact, l'amour maternel, resté intact malgré le temps, devint une encre. « C'est elle qui m'a ramené au monde », dira Émilie plus tard. Les médias, eux, ne désarmaient pas. Ils voulaient des interviews, des documentaires, des plateaux télé. On parlait d'elle comme d'un symbole, la survivante de Reims, la captive retrouvée vivante. Des équipes étrangères proposèrent même d'adapter son histoire en film. Mais Émilie refusa tout. Elle n'en voulait pas. Elle déclara dans un court communiqué « Je ne suis pas un miracle ni une histoire, je suis une personne ». Ce refus fut salué par une partie de l'opinion, respecté par d'autres. Mais certains médias insistèrent, alimentant des débats, des analyses, des polémiques sur le droit à raconter. Émilie choisit alors de disparaître médiatiquement. Elle coupa son téléphone, changea d'adresse, se retira quelque part, dans une région de l'Est, près d'une forêt. Là, elle commença une nouvelle vie, loin du bruit. La maison de Patrick, elle, quant à elle, resta vide pendant des mois. Les habitants du quartier détournèrent le regard en passant. Certains réclamaient sa démolition, d'autres pensaient qu'il fallait en faire un lieu de mémoire. Finalement, la mairie décida de la raser. Le terrain fut nivelé et un petit jardin public y fut aménagé. Aucune plaque, aucun rappel. Seulement un banc au milieu de l'herbe, sous un tilleul. Les anciens du quartier disent parfois que, certains soirs, une jeune femme vient s'y asseoir, longuement, en silence. Personne ne lui parle. Peut-être est-ce une légende. Ou peut-être pas. Les experts qui suivirent Émilie soulignent qu'elle fit preuve d'une résilience rare. Elle ne développa ni haine, ni désir de vengeance. Elle voulait comprendre, pas punir. Elle participait à des groupes de parole avec d'autres victimes de violences, anonymement. Elle écoutait plus qu'elle ne parlait. Une psychologue racontera. Elle disait que le silence était une forme de paix, mais aussi de respect pour ceux qui n'ont jamais pu sortir. En 2023, elle reprit des études à distance en photographie, son ancienne passion. Ses premières images montraient des paysages vides, des fenêtres ouvertes, des visages flous, des clichés simples mais puissants. Elle expliquait qu'elle voulait photographier l'air, ce qu'on ne voit pas mais qu'on sent. Une manière de redonner forme à l'invisible. Du côté judiciaire, Patrick L. fut incarcéré à la maison centrale de Poissy. Selon le personnel pénitentiaire, il vivait replié sur lui-même, sans incident, sans parole. Il lisait beaucoup, écrivait parfois. Dans une lettre adressée à son avocat, il aurait noté « Je ne regrette rien, car elle m'appartenait dans un monde que vous ne pouvez pas comprendre. » Une phrase froide, dénuée de remords. Les psychiatres dirent que son délire ne s'était jamais éteint, seulement ralenti par l'isolement. Il ne demandait aucune visite, aucune correspondance. Son procès avait scellé son destin, mais pas apaisé son esprit. Pour la société, l'affaire Émilie Martin resta comme un électrochoc. Dans les mois qui suivirent, plusieurs associations dénoncèrent le manque de moyens pour les disparitions d'adultes, trop vite classées comme « départ volontaire ». Des campagnes furent lancées pour sensibiliser les citoyens à signaler les comportements suspects, même les plus anodins. Les policiers eux-mêmes parlèrent d'un cas d'école. La preuve que l'horreur peut se cacher derrière la banalité. Un documentaire, diffusé 2 ans après, conclura ainsi. Il n'y a pas de monstre sous les lits. Parfois, il y a simplement des hommes qui ferment une porte et jettent la clé. Pour Émilie, la vie reprit lentement, par fragments. Elle apprit à marcher dans une foule sans peur, à rire sans se justifier, à s'endormir sans vérifier la serrure. Un jour, elle visita une exposition sur la liberté d'expression. Devant une photographie d'un ciel immense, elle resta immobile, émue. Une journaliste la reconnut, hésita à l'aborder. Émilie se contenta de sourire et de dire doucement « Je regarde le ciel, c'est tout ce dont j'ai besoin ». La société, elle, retint une leçon plus profonde encore. Celle de la vigilance humaine, de la compassion ordinaire, car l'histoire d'Émilie ne parlait pas seulement d'un homme et d'une cave, mais de l'aveuglement collectif, de la peur de voir ce qui dérange. Et dans ce miroir sombre, chacun dut affronter sa propre indifférence. Les années ont passé. Le nom d'Émilie Martin ne fait plus la une des journaux. La maison a disparu, les caméras aussi.
Mais dans la mémoire collective, quelque chose est resté. Une trace, invisible mais tenace, comme une cicatrice sur la conscience d'un pays. Car cette histoire n'a pas seulement révélé un crime, elle a révélé une faille. Celle du silence, de la solitude, de l'indifférence ordinaire. À Reims, certains habitants parlent encore d'elle à voix basse. Dans les cafés, on évoque la fille du quartier qu'on n'a pas su sauver. Sur les bancs du petit jardin qui a remplacé la maison de Patrick L, une plaque discrète a été posée par la mairie, à la mémoire des victimes invisibles, pour que jamais le silence ne devienne complice. Personne ne l'inaugura officiellement. Mais chaque année, au mois de juin, quelqu'un vient y déposer une fleur blanche. Les employés municipaux disent ne jamais voir qui c'est. Certains pensent que c'est la mère d'Émilie. D'autres croient que c'est elle. Personne ne cherche à vérifier. Le respect a remplacé la curiosité. Émilie vit désormais dans une petite ville du Sud-Est sous une autre identité. Elle a repris son nom de naissance, mais plus son ancienne vie. Son appartement est lumineux, simple, décoré de photos qu'elle prend elle-même. Des paysages, des ciels, des fenêtres. Aucune trace du passé, sinon un petit cadre posé sur une étagère. Un cliché flou d'elle et de sa mère, souriante sur une plage bretonne. Le seul souvenir qu'elle a voulu garder. Elle vit de peu, donne des cours de photographie, travaille parfois pour des associations de réinsertion. Elle parle rarement de ce qu'elle a vécu, sauf quand cela peut aider d'autres. Dans ces moments-là, sa voix se fait douce, mais ferme. « On n'oublie pas, dit-elle. On apprend juste à ne plus vivre dedans. » Les médecins qui la suivent parlent d'un équilibre fragile mais solide. Elle n'a plus de cauchemars constants, mais parfois, une odeur, un bruit, une fermeture de porte peuvent te la ramener en arrière. Alors, elle s'arrête, respire, ferme les yeux et murmure « Je suis ici, pas là-bas ». Cette phrase simple est devenue son rituel, son ancrage. Un jour, lors d'un entretien avec un journaliste qu'elle avait accepté exceptionnellement, elle expliqua « Ce n'est pas la peur qui reste, c'est l'habitude de la peur ». Elle s'installe dans le corps, dans le souffle, dans la manière de regarder le monde. Mais on peut la désapprendre. Cette parole, prononcée sans trembler, devint l'une des citations les plus reprises de cette affaire. Pas pour ce qu'elle racontait du crime, mais pour ce qu'elle disait de la résilience humaine. À l'université de Reims, des étudiants en droit et en psychologie continuent d'étudier le cas Émilie Martin dans leurs cours sur les violences invisibles. Des conférences sont organisées sur le thème du contrôle, de l'enfermement mental, de la vigilance citoyenne. Le nom de Patrick L. n'y est presque jamais prononcé. On parle d'elle, de la victime, de la survivante, de celle qui a tenu. Et dans ce glissement, quelque chose de profond s'est joué. Pour une fois, le récit ne glorifie pas le bourreau, il éclaire celle qui a résisté. Nathalie, sa mère, a quitté Reims peu après le verdict. Elle vit près de sa fille, discrètement. Les deux femmes ont trouvé une forme de paix silencieuse. Elles jardinent, cuisinent, s'offrent des promenades. Elles parlent du futur, rarement du passé. Parfois, quand le ciel devient lourd et que la lumière s'adoucit, Émilie s'approche de la fenêtre. Elle dit doucement « Tu entends ? On dirait le bruit du vent dans la cave. » Sa mère se tait, la regarde, puis répond « Non, c'est le vent dans les arbres. C'est différent. » Et toutes deux sourient. De temps à autre, Émilie reçoit des lettres, des inconnus, souvent des femmes, parfois des hommes, qui lui écrivent pour lui dire qu'elle leur a donné du courage. Elle ne répond pas toujours, mais elle les garde dans une boîte. Certaines lettres parlent de solitude, d'emprise, de silence. Elle y retrouve, en écho, les mêmes blessures, les mêmes chaînes invisibles. Elle dit « Je n'étais pas seule, même dans le noir. Il y a des milliers de personnes enfermées sans mur. » Alors elle continue d'aider, discrètement, sans se montrer. Pas pour raconter son histoire, mais pour écouter celle des autres. La société, elle, a lentement digéré le drame. Mais dans les mémoires, l'affaire a changé quelque chose. Elle a obligé à regarder différemment les disparus, les reclus, les isolés. Elle a montré que le mal ne se signale pas toujours par des cris, mais parfois par le silence prolongé d'une vie ordinaire. Les forces de l'ordre ont révisé leurs protocoles pour les disparitions d'adultes. Les médias ont, un temps, interrogé leur manière de raconter la souffrance. Et parmi ceux qui ont suivi cette histoire, beaucoup ont avoué qu'ils ne ferment plus jamais complètement les yeux sur leurs voisins. Un soir de juin, 10 ans après sa libération, Émilie participa anonymement à une cérémonie commémorative sur les violences faites aux femmes. Elle resta au fond, sans badge, sans nom. À la fin, l'organisatrice demanda une minute de silence. Dans le calme total, une brise se leva. Émilie ferma les yeux, leva le visage vers le ciel. La nuit était claire,
traversée d'un vent tiède, et dans ce souffle léger, elle sentit quelque chose d'infiniment simple, la vie. Elle n'avait pas oublié, mais elle avait transformé. De la douleur était née la force, du silence était née la parole, et du noir, une lumière, celle qui ne s'éteint plus, même quand on referme les yeux. Et dans cette lumière nouvelle, loin des murs et des verrous, Émilie Martin vit désormais en paix, preuve qu'on peut revenir du plus profond des ténèbres, non pas indemne, mais debout et libre enfin.